Moi, je suis arrivé ici en 1990 et puis tout de suite, j'ai organisé pour fonder l'Association du patrimoine de Potton. Et je l'ai présidé pendant une quinzaine d'années avec toutes sortes d'activités, des conférences que j'ai faites sur des sites archéologiques. Ensuite de ça, j'ai animé des excursions de groupe pour aller visiter des sites ici, des sites à l'extérieur, aux États-Unis, à Montréal. Bon. Et puis, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de communiqués de presse, peut-être 150 communiqués de presse anglais, français. Et puis, après ça, il y a eu des dépliants sur l'histoire locale, alors, une vingtaine de dépliants sur différents endroits particuliers, sur le patrimoine local. Alors, c'est pour ça que les gens me connaissent. Ensuite de ça, j'ai organisé tous les ans ici, il y a un festival au mois d'août, festival multiculturel, et que je l'ai présidé pendant 3 ans. Alors, ça aussi que c'était un peu ma contribution ici dans le canton de Potton. Aujourd'hui, je me mêle beaucoup moins de l'association. Je suis toujours membre, puis là, j'ai amené ici au départ. Pardon? Pourquoi avoir choisi ici? Parce que j'avais 2 sœurs qui avaient une maison pas loin. Alors, je venais les visiter, j'ai appris à connaître le coin. Bonjour, Monsieur le Duc. Est-ce on va recommencer? Oui, alors, je suis content de vous rencontrer. Je suis content de communiquer avec vous autres. Et puis, nous, c'est un grand plaisir de vous rencontrer aussi. On a tellement entendu parler de vous, de votre travail, qu'on a la chance de vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui. Disons que ma carrière, ça a été une carrière d'études aux États-Unis, après l'Université de Montréal. Et puis j'ai enseigné l'écologie à l'Université Concordia pendant 25 ans. Et à la fin de mes années à Concordia, j'ai commencé à m'intéresser à l'archéologie, mais une archéologie hors des sentiers battus. C'est-à-dire que ce n'est pas l'archéologie que les archéologues traditionnels reconnaissent. Moi, je n'ai pas une formation officielle en archéologie, mais je me suis formé moi-même par, je dirais comme en autodidacte, à lire et puis ensuite à explorer sur le terrain. Faisais partie d'une association de patrimoine qui s'intéressait pas mal à l'archéologie en Nouvelle-Angleterre et j'allais à leur réunion explorer des sites avec eux autres. Alors c'est comme ça que... Et en 90, j'ai pris ma retraite et puis me suis installé ici parce que j'avais déjà la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer à plein temps pour le patrimoine local, mais aussi recherche en archéologie, surtout dans la région ici, mais un peu aussi à l'extérieur, à d'autres endroits. Encore là, c'est l'archéologie, je dirais, qui peut se définir des constructeurs de pierres, parce que finalement, la pierre, c'est éternel, tandis que toutes les autres constructions qui ont pu exister, c'est disparu. Le bois, par exemple, ça disparaît. Mais alors, c'est pour ça que je les appelle les constructeurs de pierre qui ont laissé des vestiges bien visibles, des cairns, monticules de pierre, des pétroglyphes, c'est-à-dire écritures gravées sur la pierre, et aussi des alignements archéo-astronomiques, c'est-à-dire des sites archéologiques, mais d'incidence astronomique, avec des alignements de pierre qui coïncide avec le lever du soleil au solstice, par exemple, à l'équinoxe. Bon, et puis ça se vérifie facilement avec une boussole, et puis on peut vérifier aussi l'arrivée du solstice, par exemple, là, et tous les ans, j'amène ceux qui veulent bien se lever, à de bonne heure, un 21 décembre au matin, aller voir le lever du soleil sur un site où une pierre est gravée, qui indique sur l'horizon l'endroit où le soleil se lève le 21 décembre au matin. Alors, donc ça résume à peu près ce que j'ai fait ici. On peut aller dans plus de détails si vous voulez. Au niveau de la région justement de Potton, vous disiez tout à l'heure, vous avez un peu de famille ici. Est-ce que c'est la famille qui vous a attiré dans ce coin-là ou c'est vraiment l'archéologie qui vous a mené ici?
Non, c'est la raison, comme j'avais 2 sœurs qui avaient leur maison ici, et l'archéologie, je l'ai découvert après, une fois que j'étais installé ici. Bon, les 2 premières années, c'était les années de construction. Je n'avais pas le temps de m'occuper de... Mais après ça, j'ai eu une année sabbatique à l'université. Alors, j'avais plus de temps libre, et j'ai commencé à explorer, d'abord autour de la maison, pour découvrir des sites archéologiques sur mon terrain, autour ici. Et puis après ça, j'ai eu l'occasion d'aller explorer ailleurs, autour, dans le canton de Potton. Êtes-vous le premier, finalement, à avoir fait ce genre de découverte, ou est-ce qu'il y a eu des gens avant vous qui ont fait ces découvertes-là? Ça n'a jamais été reconnu. Il n'y a jamais personne qui s'est occupé de ça. Et encore aujourd'hui, je suis le seul qui a porté attention à ça, qui a publié là-dessus, qui a fait des conférences là-dessus, qui a amené des gens pour voir ces sites-là. Et aux grandes dames de l'establishment, de l'histoire et de l'archéologie, qui, eux, ne reconnaissent pas ça. Pour eux, des monticules de pierre, c'est simplement des tas de pierres laissés par des anciens cultivateurs, même s'il n'y a pas de logique quand on regarde la construction de ces monticules de pierre. On voit bien que ce n'est pas des pierres qui ont été jetées au hasard, mais c'est des constructions, des monuments. Pouvez-vous nous parler de comment ont été reçus vos travaux par l'establishment, justement? Comment vous a traité et oui, comment tout ça... On m'ignore, tout simplement. C'est-à-dire que je peux... Depuis combien de temps? Depuis 25 ans. Non, c'est un sujet qui est tabou. Et puis, on ne veut pas rien savoir de ça. Pourriez-vous donner un exemple précis de la manière dont on vous ignore, par exemple, sans un simple exemple? Oui. Je téléphone responsable de l'archéologie à Québec, parce que pour faire des fouilles archéologiques au Québec, c'est normal, on demande un permis. Alors j'ai dit, je pourrais avoir un permis pour faire une fouille sur un site archéologique avec un archéologue français qui était venu ici. Ils ont dit, tu n'as pas besoin de permis pour fouiller un tas de pierres. C'est ça qui est... Ça, c'est un exemple assez précis. Et pour la publication de vos travaux, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, qui n'en a pas voulu, est-ce que vous avez été traité d'hurluberlu ou de choses comme ça? Oui, publiquement, par des archéologues. Ce que j'ai publié, ça a été publié en anglais aux États-Unis par une association non professionnelle, mais une association qui fait du beau travail de recensement de ces sites-là, surtout en Nouvelle-Angleterre. J'ai publié plusieurs articles dans leur journal, soit de longs articles ou ils ont 2 types de publications, genre un bulletin de nouvelles, puis un périodique d'articles de fond. Et quand vous dites publiquement, c'est des gens qui, dans le journal, vous ont... oui. Sans jamais vous attaquer sur le fond. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, ça ne se peut pas. Nous autres, on le sait. Ou encore dire, nous autres, on est des archéologues, toi, tu ne l'es pas, tu ne connais pas ça. Et on n'a jamais démonté ce que vous avez écrit. On n'a jamais dit, non, ça c'est... Non, c'est-à-dire, c'est nier pour nier. C'est ça qui est... OK. Puis, par rapport à l'exemple que vous donnez, c'est... Pardon? Par rapport à l'exemple que vous donnez, c'est vraiment du mépris, quoi. En disant, vous avez fouillé un tas de pierres. Oui, c'est ça. C'était vraiment du mépris. Donc vous avez eu finalement ni support de ces gens-là, mais même au niveau de ce que le gouvernement du Québec pourrait faire, il n'y a rien à... Non. Absolument rien. Non. Et qui était l'archéologue français? Vous pouvez le dire? Oui, Jean-Pierre Roset de l'Université de Bordeaux, qui est venu ici, mon invitation, dépenses payées de voyage, et puis il a logé ici pendant 3 semaines. Et on a fait des fouilles sur 2 sites, et qui ont été datés au radiocarbone. Sur un site, on a 2 dates, 1800 années et 1500 années avant aujourd'hui. Et un autre site, ça variait. Il y avait des différentes dates selon la profondeur de la fouille. Disons de 600 années avant aujourd'hui jusqu'à 400 années avant aujourd'hui, qui sont des dates qui sont précoloniales. Et lui, il y a eu des conséquences à son travail? Est-ce qu'il a produit quelque chose? Non, c'est-à-dire retourner là-bas, puis là, on a perdu contact. OK.
mais lui était là un archéologue professionnel. Oui. Lui a reconnu. Oui, ben c'est parce que moi je l'avais invité, c'est parce qu'il avait fait des fouilles sur des cairns en Afrique. Et j'avais lu ses publications. Je dis bon, ben s'il fait des fouilles, qu'il connaît comment faire une fouille d'un cairn, ben c'est l'homme qu'on a besoin ici. Mais bon, par exemple, les archéologues vont dire ah, ben il ne connaît pas l'archéologie du Québec, il ne peut pas rien dire. Il s'imagine que l'archéologie, c'est paroissial. Tu sais, ben non, l'archéologie, c'est une science. En fait, je pense que le meilleur exemple, c'est l'égyptologie, tout ce qui se rapporte à l'Égypte. Mm-hmm. On voit aussi, il y a aussi des gens qui, comme vous, émettent des thèses sur le rôle des pyramides, etc. Mais l'archéologie officielle réfute totalement tout ça. Oui. Ils savent très peu de choses, mais ils le réfutent. Ça, c'est un exemple aussi particulier. Pour en revenir à votre travail, sur quelle zone ça s'étend vos recherches? Est-ce que c'est juste dans le coin ici? Non, non. En Nouvelle-Angleterre, il y a sans que ça soit de la recherche systématique, il y a des observations que j'ai faites disons, dans la région de Québec, en Gaspésie, aussi en Angleterre, aussi du côté de l'Ontario. J'ai fait des fouilles assez, pas des fouilles, mais des recherches assez poussées, par exemple, à l'ouest de Montréal, Coteau-du-Lac. Ben, ça, c'est un autre sujet aussi, là. C'est plus les constructeurs de pierres celtiques ou vikings, mais là, je suis passé de la recherche à ce niveau-là à la recherche sur les Templiers en Nouvelle-France. Et ça, c'est une recherche que j'ai faite, j'étais à Terre-Neuve, dans 2 endroits dans le Maine, l'État de New York, Montréal, Coteau-du-Lac. Alors disons que j'ai pas toujours travaillé sur les Templiers depuis 25 ans, mais un peu de temps en temps, mais depuis à peu près 4-5 ans, là, je travaille à fond là-dessus et j'écris là-dessus. Je suis en train de rédiger un livre là-dessus. Ça, c'est une deuxième passion. La première passion, c'était surtout au sujet des Celtes, parce qu'on retrouve de l'écriture celtique autour d'ici. Et puis après ça, ben, je me suis intéressé justement à la venue des Templiers d'Europe qui sont venus ici. Je n'ai pas de date précise, mais on peut, avec surtout la cartographie ancienne, de retrouver le symbole des Templiers sur des cartes anciennes, mais ça ne s'est pas passé en Nouvelle-France au XVIIe siècle, c'était précédent, et qu'au XVIIe siècle, on s'est servi d'anciennes cartes parce que c'était disponible. Puis, c'est un autre sujet qui... Oui, les Templiers, c'est le sujet de prédilection de Madame Briand, oui. Il y a un roman là-dessus, qui nous a parlé de ce qu'elle a découvert de son côté. Ce qu'elle a vu. Oui, ben, elle, ce qu'elle a découvert, c'est un site de franc-maçon au Fort Témiscamingue. Et puis après qu'elle m'en a informé, ben, je suis allé voir le site moi-même et j'ai poursuivi la recherche aussi. Finalement, on peut voir une connexion des Templiers au Témiscamingue avec une ancienne carte qui montre une croix de templière pas loin de Fort Témiscamingue, et que les Oblats, qui ont été les missionnaires du Fort Témiscamingue, ont une racine associée avec la tradition des Templiers. Et que tu as le fondateur des Oblats, là, le nom m'échappe à ce moment-ci, mais le sceau, les armoiries de ce Monseigneur, on met en dessous dans la vidéo. Son sceau porte la croix des Templiers et qui a fait... il a construit, ou les Oblats ont construit une tour associée à l'ancien collège agricole de Ville-Marie. Et Ville-Marie a été fondée en mémoire de Ville-Marie, Montréal. On voit la connexion là, des Oblats avec la tradition des Sulpiciens. Parce que
c'est ça, le fondateur des Oblats a étudié chez les Sulpiciens. Et les Sulpiciens, ben, ils sont une société secrète qui a gardé le souvenir des Templiers. Et on peut voir une association des Templiers avec la tradition des Templiers chez les Sulpiciens et aussi avec la franc-maçonnerie. Là, j'ai fait peut-être un écart dans la présentation. Au niveau de vos recherches, est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir accès à des anciens documents? Oui. Qui vous donnent des indices pour avancer dans vos recherches? Oui. Oui. Okay. Quel genre de documents? Par exemple, j'ai fait pas mal de recherches sur l'histoire, ce qu'on appelle le fort de la montagne des Sulpiciens, sur la rue Sherbrooke, où il ne reste aujourd'hui que 2 anciennes tours. Mais c'était un complexe très élaboré. Alors, il y avait 4 tours et 600 pieds de murailles qui faisaient 5 mètres de haut au-dessus du sol et 3 mètres dans le sol. C'est extraordinaire ce qu'il y avait. Bon, alors les archives que j'ai consultées sur l'origine, sur l'histoire démontrent que le site avait été occupé avant l'occupation par les Sulpiciens. Entre autres, il y a le plan de l'établissement qui est publié en 1694 où M. de Belmont, on dit qui a construit le complexe. Il y a 2 endroits sur le site, sur le plan, il dit la grange a été construite sur une ancienne citerne. Depuis quand on construit une grange sur une citerne? Et en 1694, elle était ancienne. Ensuite de ça, il identifie des vignobles. Il y a vignoble A1, A2, A3. Alors, il dit A1, ça c'est un ancien vignoble. Ben oui, mais puis lui est arrivé en 1681, je pense. En tout cas, il a apporté des vignes avec lui. Et il dit, ça c'est les vignes que j'ai plantées. Puis le 3e endroit, ça c'est des vignes à planter. Alors tout de suite, on a un indice d'une ancienneté qui a précédé l'établissement du fort de la montagne. Ensuite de ça, j'ai analysé le coût, parce que dans ces archives-là, on donne le coût que le monsieur de Belmont a fait comme un relevé des coûts de construction pour envoyer ça au roi Louis XIV, pour justifier ou remercier des dons qu'il recevait du roi. Mais les coûts qu'il prétend avoir rencontrés pour construire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça aurait coûté beaucoup plus cher que ce qu'il dit. Si on compare au coût des constructions qui ont été faites en même temps dans la région. Alors ça, ce sont des indices indirects, finalement. Ensuite, si on regarde l'architecture des tours qui existent encore aujourd'hui. Mais selon vous, le roi, il était au courant de ce qui se passait ou bien c'était quelque chose qui se faisait dans non. Ben, c'est difficile à dire. Mais par exemple, il écrivait, M. de Belmont a envoyé le dessin de la construction à l'évêque qui était à Québec. Mais l'évêque, il avait dit, j'aurais aimé ça le savoir d'avance. C'est quelque chose comme ça. Puis il dit, c'est joli ça, cet étang avec les canards. Bon, ensuite de ça, on retrouve sur le dessin du fort un étang avec 3 canards suivi d'une vipère. Mais ça, c'est une cartouche style égyptienne. Et que les Templiers connaissaient la signification des cartouches égyptiennes, ou des hiéroglyphes égyptiens. En tout cas, c'est des choses comme ça qui démontrent que le fort de la montagne, c'était repris par les Sulpiciens, qui sont en fait une mission. Ah oui, il y a aussi André Thévet, en 1595, il écrit
Il y a longtemps, les Français ont construit un fort au pied du Mont-Royal qu'ils ont nommé Mont-Royal. Dans notre histoire, on apprend que c'est Jacques Cartier qui a donné le nom Mont-Royal. Bien, là, on a d'autres versions. Ce qui montre finalement justement le mépris que les gens peuvent avoir, parce que là, on réécrit l'histoire finalement. Si on a des découvertes comme ça, c'est une réécriture complète de l'histoire du Québec. Ben oui. Évidemment. Okay. Pour en revenir à vos recherches dans le coin ici, vous parliez des Celtes. Est-ce que vous pourriez nous parler des découvertes que vous avez fait spécifiquement dans le coin ici? Entre autres, j'ai entendu parler de la roche indienne. Bon, ce qu'on appelle la roche indienne, c'est une pierre à peu près de cette dimension-là, gravée de pétroglyphes qu'on peut interpréter à partir de l'ogam celtique. Bon. Vous précisez, c'est quoi les pétroglyphes, peut-être pour les internautes qui... Oui, ben, pétroglyphes, ça veut dire des écritures gravées sur la pierre, qui vient de pétro, pierre, glyphe, écriture. Alors, c'est ça que... Et ben, c'est une technique qui a été utilisée chez les Celtes, et on peut retrouver facilement l'identification des lettres de l'alphabet ogam. Et ça, c'est pas un mystère, ça se retrouve un peu sur l'Internet, n'importe où, ou dans les livres sur les cultures celtiques. Et on peut interpréter, alors, cette pierre indienne a été découverte en 1927 par un jeune homme, à l'époque, évidemment, qui allait à la pêche parce que la pierre est sur le bord d'un ruisseau. Il a trouvé ça. Et il a observé que c'était des écritures, une fois pas interprétées, il a dit, ben, c'est pas anglais, c'est pas français, ça doit être indien. Et c'est resté. Et bien souvent, dans toutes sortes de domaines, la première définition reste, colle, même si on arrive à d'autres connaissances plus tard. Alors, c'est pour ça que ça s'est... Le terme amérindien, d'ailleurs. La première définition reste comme le terme oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a juste rajouté amer. Mais... Et même si sur le site, on appelle le site Jones, parce que c'était une ferme qui a été colonisée par une famille Jones en 1850, on appelle ça le site Jones. Et ben, les fermiers de la famille Jones n'ont jamais vraiment porté attention à ça. Alors le nom est resté, la roche indienne de Potton. C'est comme ça que c'était connu. Et puis, on a une idée de la date? Est-ce que ça a été daté? Est-ce que ça a été authentifié? Ben non, les gens ne veulent pas regarder ça. Parce qu'on dit que c'est les derniers rapports d'archéologues qui ont examiné cette pierre-là, ils ont dit, ben, c'est les francs-maçons qui ont fait ça. Ou bien un autre va dire, ben, c'est peut-être un gars qui avait pris une brosse et puis qu'il avait trop bu. Et puis qui est sorti le soir pour se défruster. Il a frappé la pierre avec un hache. Il a inventé une écriture, quoi. Pardon? Il a inventé une écriture. C'est ça. Ouais. Non. C'est difficile en plus à dater parce que, bon, comme c'est de la pierre et carbone 14, on ne peut pas dater une pierre comme ça. Non. Donc c'est très difficile, j'imagine, à dater, quoi. OK. Moi, je date ces pétroglyphes-là autour de l'année 1500 de notre ère. Parce que sur le même ruisseau, un peu plus haut, il y a les fondations très, très importantes d'un ancien moulin. Et ça, c'est un autre sujet de recherche que j'ai travaillé en détail. Il y a des pierres qui font de 3 à 4 tonnes métriques chacune. C'est une maçonnerie très imposante, rectangulaire, sur le bord du ruisseau. Et ça s'associe avec l'idée d'un moulin qui aurait été là. Et qu'un peu plus haut, ben, il y a un barrage qui aurait servi d'alimentation d'eau pour ce moulin-là. Et alors, j'ai finalement convaincu le gouvernement provincial de venir faire des recherches avec des archéologues reconnus. Et ça a été donc, j'ai travaillé une dizaine de jours avec eux, on se contredisait tout le temps. Et eux, par exemple, au début de la fouille, la première journée, on dit « Oh, ça, c'était construit vers 1850. » Je dis « Comment savez-vous? » Ah, on connaît ça. Toi, tu ne connais pas ça. C'est un peu l'attitude
Et puis, oui, ça a été fouillé. On a fouillé à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, on a trouvé du charbon de bois en place. Alors, j'ai dit, ben là, on va arrêter de se contredire. Là. On a du charbon de bois. On va faire une analyse radiocarbone. Non, non, pas besoin de ça. On va sauver de l'argent au gouvernement. Et puis, alors, quand la fouille était finie, quand les archéologues ont été partis, je suis retourné sur le site et j'ai pris des échantillons de charbon de bois et fait faire la datation. Deux échantillons différents. Un, c'était un morceau de bois, un piquet qui était laissé en place, qui avait été sculpté. On voit que ce n'était pas un morceau de bois naturel, mais qui avait été sculpté, travaillé. Et les deux échantillons m'ont donné une date autour de 1550. Et que le site, c'est évident que le site a été abandonné en catastrophe. Parce que le site n'a jamais été complété. Il y a une fondation, mais il n'y a pas de vestiges de mécanismes, de moulins ou de construction autre. Et puis, il y a des outils aussi qui ont été abandonnés. Comme? Un ciseau à pierre, à peu près ça, un ciseau à pierre et une barre de fer à peu près de la même longueur qui avait servi. Et aussi ce qu'on appelle une barre à mine, une barre qui ont été laissées abandonnées comme ça. Et ça, c'est complètement inusité que des ouvriers abandonnent, laissent traîner leurs outils. Alors, ce qui est arrivé, c'est vraisemblablement que les travailleurs ont été surpris et attaqués par des Indiens et que, évidemment, sont disparus, mais les outils sont restés sur place. Et puis, c'est une thèse qui n'a pas été acceptée, et on a publié que le moulin avait été bien construit et qu'il avait servi plusieurs années. Il n'y a aucune évidence. Et eux donnaient quelle date? 1850. Parce qu'ils avaient trouvé un bouton d'une compagnie de caoutchouc. Et 1850, ils ont dit, on a la preuve. Ben, c'est simpliste, des choses comme ça. Ça aurait pu être découvert par n'importe qui en 1850, et puis à ce moment-là... Ben oui. Puis là, donc, quand vous datez de ça, à peu près, vous avez dit 1500, c'est ça, à peu près? Oui, 1500, 1560, d'accord. Et je relis, sur les pétroglyphes de pierre indienne, tu as un dessin d'un bâtiment sur le bord d'un ruisseau, et avec la lettre d'Ogam qui dit que c'est un ruisseau et que l'orientation est bonne, fait que là, parce que sur la pierre, alors c'est pour ça que je fais une association entre la construction du moulin et le pétroglyphe. Parce qu'on n'a pas dit c'est quelle écriture qui est dessus alors? Ben, moi je dis que c'est de l'Ogam. Ok. Alors, pouvez-vous préciser ce que c'est? Oui, mais l'Ogam, c'est une ancienne écriture celtique qui remonte, qui est très, 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 très ancienne et qu'on retrouve en Irlande sur des vieux monuments et qu'on retrouve sur des documents anciens. Et il est possible de traduire l'Ogam parce que tu as un document qui est gardé en Irlande qu'on appelle The Book of the Ballymote. C'est une légende irlandaise qui est écrite en Ogam et en gaélique. Mais le gaélique, c'est moderne. Ça remonte à l'Antiquité, ça? Non. Non? Ce document-là, non, il est de 1300 quelque chose. Parce que René Guénon parle un petit peu de l'île des 4 mètres, l'époque de l'île des 4 mètres en Irlande. C'était le lieu de la connaissance en Irlande durant l'Antiquité. Donc c'est quelque chose qu'il évoque beaucoup dans son livre Le Roi du Monde, oui, je crois. Non, je ne connais pas de ce... Non, je voulais peut-être citer la même idée. OK. Mais le document en question était d'origine sur des moines irlandais qui ont gardé pour préserver la mémoire de l'Ogam, ont écrit ce manuscrit en Ogam et en gaélique. Et même, on a montré que chaque caractère d'Ogam est la lettre gaélique correspondante.
Alors c'est facile d'aujourd'hui de faire la translittération de l'ogam. Ok, donc si on résume un peu, on aurait eu d'abord donc des Celtes qui seraient arrivés ici. Oui. Puis ensuite des Templiers, par la suite. Oui. Par la suite. Oui. Oui. Okay, Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les Celtes ailleurs qu'ici, ou d'autres preuves qui confirment cette présence des Celtes avant l'arrivée établie, soi-disant, du XVIIe siècle. Ben, ici, c'est plus vieux que ça. Ouais. C'est plus jeune que ça, je veux dire. Ouais. C'est ici, là, ben, c'est 1700... Le canton de Potton a été établi en 1797. Ça, c'est la date officielle. Il peut y avoir des gens un peu avant à cette porte-là. Mais par contre, évidemment, là, c'est bien après, beaucoup plus tard que de la colonisation française là, du XVIIe siècle, même du XVIe. Et surtout, c'est différent, puisque c'est après la Révolution française. Ah oui. Ce sont des gens totalement différents. Tu me demandais ailleurs, quels sont les autres endroits où j'ai vu bon. Alors, si on se concentre sur les Celtes. Oui, c'est ça, les Celtes, là. Dans le Vermont, par exemple, je n'ai pas fait des découvertes, mais je me fie à la lecture, ce qui a été publié ailleurs par d'autres. Dans le Vermont, c'est très répandu de voir de l'écriture celtique. Aussi, l'État de Virginie, par exemple. Dans l'État... Mais c'est retrouvé sur quoi? Sur les pierres. Okay. Oui, oui. Sur les pierres, les endroits, surtout des abris rocheux, par exemple, où l'endroit est protégé contre les éléments. Tu sais. Aussi, dans le sud des États-Unis, un livre qui a été publié justement, il montre les écritures celtiques sur les endroits d'observation du soleil. Bon. Moi, j'ai vu des pétroglyphes celtiques dans le parc de la Gaspésie, le long d'un sentier. On marchait debout. J'ai pu voir ça. Il y en a d'autres. À Saint-Armand. Saint-Armand? Des pétroglyphes gravés, là, des choses de cette hauteur-là, sur une paroi rocheuse, puis gravés très, très profond. Ben, j'ai des photos de ça. Et d'un point de vue, je pense que vous avez donné beaucoup d'exemples, d'un point de vue idéologique et politique, qu'est-ce que vous avez réuni conceptuellement du côté de ces Celtes? Qui les aura envoyés? Comment ils seraient venus? Qu'est-ce que vous avez réussi à réunir au niveau des idées? Maintenant, là, vous nous avez apporté des preuves archéologiques. Maintenant, est-ce que vous avez travaillé les idées politiques, idéologiques qui les auraient menés ici? Comment serait-il venu ici? Ben, en traversant l'Atlantique. Non, mais c'est parce que Barry Fell a retrouvé un document des guerres des Gaules. Alors, c'est écrit par César, qui observe une bataille navale entre les Celtes et les Romains sur les côtes de Bretagne. Et une bataille que finalement les Romains ont gagnée parce que le vent tournait, puis bon. Mais Barry Fell, à dire là, pas Barry Fell, César dit que les Celtes ont des bateaux supérieurs aux bateaux des Romains et qui ce sont des bateaux qui peuvent prendre la haute mer. Donc là, idéologie, si je pense qu'on peut penser, bien souvent, quand il y a des invasions dans un pays, par un pays étranger, ben, les vainqueurs s'installent, bien souvent les vaincus se sauvent. Et une situation qui est assez plausible, c'est pas tellement vieux, là, mais ça s'est passé dans le pays de Galles, donc un pays celtique. Les Anglo-Saxons envahissent le pays de Galles et on
peut présumer que le prince Madoc, qui était de famille royale au Pays de Galles, a organisé 2 expéditions vers l'Amérique et une fois il est parti avec 10 bateaux. C'est beaucoup ça. On n'a pas la preuve définitive à quel endroit ils se sont installés, mais c'est fort possible qu'ils se sont installés en Nouvelle-Angleterre. C'est parce que aujourd'hui, tu retrouves chez les Abénakis une association avec une origine celtique. Si tu regardes des photos, les photos anciennes, mais je veux dire, c'est quoi, peut-être 19e siècle, quelque chose comme ça, là, de notables Abénakis, tu les vois avec une grosse moustache d'Autenberg. Et ça, c'est pas amérindien. Parce que l'amérindien est plutôt imberbe, des os de joue ensaillis, la peau plutôt cuivrée, plus ou moins. Ça, ce sont les traits. Et ça, c'est indéniable. La biologie ne ment pas. Et que tu retrouves, même aujourd'hui, aller à Odanak, ce qui n'est pas loin d'ici, 2 heures de route, et que tu rencontres des Abénakis, ils sont plutôt, tu dis, c'est des Blancs. Moi, j'ai rencontré les premiers Abénakis, c'était ici, on les avait invités pour une fête, ils ont, avec des danses traditionnelles, au festival à Potton. Et je trouvais qu'il y avait de l'air blanc, mais je n'ai pas fait de remarque. J'ai dit, c'est probablement à cause du métissage. Mais c'est seulement plus tard que là, j'ai rencontré Nicole Obonsawin, qui a été directrice du musée des Abénakis à Odanak, et j'ai eu une rencontre privée avec elle. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, vous n'avez pas de l'air indien. Je m'excuse de faire une remarque comme ça. Elle dit non. Elle dit, on a des traits plus doux que les autres Indiens du Québec. Puis, elle dit ensuite de ça, mais on a beaucoup il y a des mots celtiques qui font partie du langage abénaki. Alors, c'est pour ça que, on lit l'histoire des Abénakis, ceux de Pentagoët. Alors, c'était une tribu qui s'appelait Pentagoët. Les autres étaient à l'embouchure de la rivière Penobscot dans le Maine. Et ce qui est arrivé, c'est que les Britanniques, les colons britanniques ont chassé les Abénakis. Et ce groupe-là de Pentagoët se sont retrouvés au Québec, dans la région de... Et finalement, ils ont été dispersés, évidemment dispersés, mais un groupe qui est encore établi aujourd'hui à Odanak, qui est qu'on appelle une réserve officielle C'est entendu qu'aller dire aux Abénakis, vous n'êtes pas des gens d'origine asiatique comme les autres Indiens. Ça peut les déranger, mais il reste qu'ils sont des premiers. Ils étaient là avant la colonisation française ou anglaise, donc sont définitivement des... Donc ce seraient les descendants en fait des Celtes. Oui. Vous pensez que donc les Celtes sont arrivés avant et qu'ils se seraient mélangés avec eux et... Pas nécessairement sans se mélanger, c'est-à-dire que ces Celtes venus, moi je pense que ça pourrait être venu avec... D'acculturation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire une coupée de la mère patrie, ils se débrouillent. Mais ils étaient dans un environnement favorable. C'est-à-dire que sur la côte de l'Atlantique, tu as toutes les ressources de la mer. Et aussi, les Abénakis étaient des cultivateurs. Donc, ils cultivaient et chassaient, ou du moins exploitaient les ressources de la mer. Et ça, c'est tout écrit, ça. Même ça va être publié là, incessamment. C'est que, je fais peut-être une parenthèse ici, là, dans ce que j'ai fait. C'est que c'est un professeur de l'université de Bergamo, en Italie, avec qui je corresponds depuis des années. À un moment donné, l'automne dernier, il me dit,
connaissant mes recherches, il dit, bon, là, lui va être l'éditeur avec d'autres auteurs. Le thème général, c'est les contacts entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Et moi, j'ai écrit un chapitre là, de 35 pages, 8,5-11, qui va faire à peu près 70 pages dans un livre. C'est l'évidence que les Amérindiens ont rencontré des Européens avant Christophe Colomb. Alors, j'ai tout décliné tout ça. Alors, ça inclut évidemment les Celtes, les Phéniciens, les Vikings et les Templiers. Pour les Vikings, il y a le livre de Zillmer qui le dit déjà. Il le prouve dans son livre. Ouais. Le livre de qui? Zillmer. C'est une grosse maison d'édition. Je ne sais pas, c'est Arachné. Je ne connais pas. Et ce livre-là doit sortir très prochainement? Oui. L'éditeur m'a dit qu'il attend, parce qu'un des auteurs avait écrit son article en italien. Puis comme la clientèle est limitée, alors il m'a dit que tout ça va être prêt à sortir dès que la traduction de cet article en italien. Non, la traduction de l'italien à l'anglais. Parce que toutes les autres contributions, ma contribution, c'est en anglais. Ok, d'accord. Est-ce que le livre paraîtra en français éventuellement? Peut-être. Au début, quand l'éditeur m'a contacté, j'ai demandé, puisqu'il y a question aussi du sud des États-Unis, puis j'ai dit, est-ce que ça va être publié en espagnol, en français? Ben, peut-être. Bon. Un autre site que j'ai fait beaucoup de recherches, c'est le site, ce qu'on appelle le site White, du nom des pionniers dans Potton. Il y a 2 endroits particuliers sur ce site-là, qui est un sentier qui traverse la montagne, qui va jusqu'à l'autre côté. C'est un sentier qui a évidemment été construit bien avant l'époque coloniale. Alors, il y a le premier site, c'est le site d'observation du solstice d'hiver, je vais peut-être mentionner tout à l'heure. Alors ça, ça a été complètement arpenté avec tous les vestiges qui sont là en surface. Et puis, c'est un endroit où j'amène des gens pour voir le lever du soleil au 21 décembre. Et si on continue sur le même sentier, on arrive à un endroit un champ de cairns, une centaine de cairns à cet endroit-là. Et justement, j'ai fait des fouilles avec l'archéologue français que j'ai mentionné tout à l'heure, et qu'on a des dates là, de 1800 et de 1500 avant aujourd'hui. Ce qui démontre qu'il y a eu une occupation d'au moins 300 ans. Peut-être avant, peut-être après, mais on a ces deux dates-là. Et ça, c'est important de mentionner. On n'a pas la preuve à quoi servaient ces cairns. On a trouvé des vestiges de charbon de bois, des artefacts de pierre, mais on présume toujours que ce sont des sites funéraires. Mais, écoute, sur une occupation de 300 ans, si c'était des sites funéraires, il y aurait beaucoup plus de monuments funéraires qu'une centaine. Fait que là, on ne sait pas pourquoi. J'ai fait des fouilles aussi, pas des fouilles, d'observation, au pied du mont Orford. Bon, c'est une amie qui demeure dans ce coin-là, puis qui marchait dans le sentier, puis elle a vu des cairns, puis elle m'a dit « Gérard, viens voir ça ». Fait que je suis allé, on a fait des photos, des mesures d'orientation. Et là, on a des cairns qui sont orientés sur les solstices et équinoxes. Et ce sont des gros cairns. Justement, je suis après terminer un petit article là-dessus avec des photos et tout. Tu sais, tu as des blocs de pierre là, qui sont de cette grosseur-là. Et que c'est des blocs de carrière. Ça, c'est important. Les gens disent toujours que ce sont des pierres des champs. Ben non. Les pierres des champs, c'est des pierres roulées, bien arrondies. Tandis que si on regarde les pierres de ces cairns-là, on voit que ça sort, c'est des arêtes vives, c'est des pierres qui sortent, qui ont été travaillées, qui sortent d'une carrière. Alors ça veut dire que, disons, pour cet endroit-là, ça suppose toute une
hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'il y avait le chef, bon, on l'appelait comme ça, qui connaissait l'astronomie, puis il a dit, bon, ben voici, là, ça c'est l'orientation pour le solstice d'été, solstice d'hiver, équinoxe. Vous allez faire un cairn ici, bon, ça c'est... Et que des travailleurs sont allés dans une carrière, prendre la pierre, transporter la pierre et la placer en cairn. Mais pour ces travailleurs-là, il fallait les nourrir. Donc, il y a des gens qui cultivaient, quelque part. Il y avait des animaux qui cultivaient. Il faut regarder ça d'une façon globale. Puis, donc, ça présume une organisation sociale, une hiérarchie sociale très développée, et une agriculture. Et ça veut dire que les champs qui ont été utilisés par les premiers colons du 17e siècle ou du 18e, ben, ils ont trouvé des champs qui avaient déjà été cultivés et défrichés. Parce que la repousse est très lente, surtout avec le petit âge glaciaire, qui est des années 1300 à 1800. Il faisait froid. Puis là, ben, si on lit, par exemple, les chroniques des missionnaires, par exemple, qui disent qu'ils se levaient le matin et l'encre était gelée dans sa chambre à coucher. Ben ça, c'est à l'époque, ça. Ça veut dire que... Alors, je reviens à l'impact que ça peut avoir dans l'environnement. Ben, quand il fait froid, ça ne pousse pas, mais ça pousse pas vite. Donc, fait que ça, alors des sites de recherche, là, bon, il y a ça, le mont Orford, le site White, les cairns du site White, le site du solstice. Ensuite de ça, tu as le site Jones, avec la pierre indienne, et aussi le Vieux Moulin. Et aussi, bien, sur le site Jones, il y a aussi un bon nombre de cairns qui sont en ligne aussi. Quel est le point commun quel est le point commun de toutes ces découvertes? Quel est le fil conducteur de toutes ces découvertes, selon vous, pour vous? Ben, la présence de constructeurs de pierre qui laissaient ériger des cairns un peu partout, on ne sait pas trop pourquoi, mais en certains cas, c'est définitivement pour créer des alignements sur le soleil. Ça, c'est parce que le fil conducteur, c'est que ces gens-là étaient associés de très près au cosmos. Et pour eux, c'était important d'être branchés sur le soleil. Peut-être la Lune, je n'ai pas fait d'observation sur les alignements avec la Lune, mais le soleil, on en trouve partout. Même ici, là, sur mon terrain, juste à côté, tu as un gros bloc de pierre, énorme, peut-être 15 tonnes, peut-être, avec un X gravé dessus, et une des branches du X coïncide avec l'orientation du lever du soleil solstice d'hiver. Et je marche un peu dans le bois, plus loin, et je trouve un cairn à cet endroit-là. Alors, le cairn, c'est un repère permanent, et que les solstices en particulier, d'été et d'hiver, étaient très, très importants, et qu'il y en a peut-être dans chaque endroit où on vivait. Et que la fête des solstices, ben, on l'a encore aujourd'hui. Ce qui permet en fait de calculer les saisons. Oui. Et pour l'agriculture, c'est très important. L'agriculture ou encore la migration des animaux, les récoltes, c'est ça, les semences, les récoltes, parce que tu ne peux pas te fier à la température ou au climat, parce que c'est très, très erratique, on le sait, même comme une journée comme aujourd'hui. Tu sais. Tandis qu'avec le soleil, ben, le soleil revient toujours au même endroit. Une autre particularité sur les alignements solaires, là je te parle des solstices d'hiver, d'été, mais l'équinoxe est important, même plus important, parce que au solstice, le soleil, à l'équinoxe, excusez,
Au temps de l'équinoxe, le Soleil se déplace beaucoup plus rapidement, donc on peut faire des observations plus précises. Tandis qu'au solstice, le Soleil, la durée du solstice, c'est 12 jours. Fait que ça, c'est... Tandis que tu peux avoir une date très précise avec l'équinoxe. Et on retrouve les alignements d'équinoxe, il y a trois pierres. Et ce qui permettait, c'est des points de repère, de vérifier la date exacte de l'équinoxe, parce que si c'était une journée nuageuse, bien, tu peux te reprendre le lendemain, c'était 3 pierres. Donc le Soleil s'en vient là, on ne l'a pas joué, mais s'il est rendu là, avec un calcul à rebours, on peut savoir la date exacte. Et pour les astronomes de l'Antiquité, c'est important ça. Et ça, on retrouve ça, mais il n'y a personne qui a observé ça. Ça, je l'ai ici, là. Puis, ça aussi, à Dorion, Vaudreuil-Dorion aussi, il y a un site là, qui est absolument fantastique, là, avec, c'est probablement celtique, mais avec des blocs de pierre. C'est un cercle ovale de 15 par 30 mètres, avec des portails est-ouest, et du côté est, le portail est formé par des blocs de pierre de 25 tonnes chacune. Ça sert à quoi aujourd'hui? Ils en ont fait quoi? C'est rien, personne ne connaît ça. Comme ça. Pardon? C'est abandonné. Oui. C'est sur le bord de l'autoroute 40. Bon. C'est un gars que je connais, qui a exploré avec moi un petit peu. C'est pas un gars qui a fait de la recherche, mais qui est intéressé à ça. Et que lui, en passant en voiture, au printemps, avant que les feuilles sortent, il a trouvé ça, il a vu ça. Puis moi, il est allé sur place, puis des photos. Il est venu ici pour me montrer ça. Ah oui. Et ça, c'est un site, je dirais, mégalithique. Là, ça dépasse l'entendement quand on regarde. Et on a l'impression que c'est un site qui... OK, pas l'impression. C'est un site avec orientation sur l'équinoxe et le solstice d'hiver. À partir du portail, il y a 3 pierres. Tu vois 3 là, pour l'équinoxe. Alignement, l'équinoxe. Puis après ça, un cairn du côté de solstice d'hiver. Et avec des pétroglyphes aussi. Des pétroglyphes géométriques. Et ça montre, c'est des gens qui... Puis, alors, d'où venaient ces pierres-là? Il n'y a pas de carrière autour. En arrière, c'est un champ de maïs. Fait que là, ces pierres-là ont été transportées d'une longue distance. C'est assez époustouflant quand on regarde ça. Et le site, ben, n'est pas en danger parce que comme tu as l'autoroute d'un côté, puis tu as un champ de maïs, personne ne va aller construire de maison là, je pense bien. Mais ça pourrait l'être. Si, parce que étant donné que ce n'est pas reconnu par une autorité historique ou gouvernementale comme étant un monument historique, qui pourrait le détruire pour construire une route, par exemple, si jamais... Ben, en tout cas, la route est déjà construite, c'est ça. Tu entends un livre là, ici. Ça, c'est des sites archéo-astronomiques dans l'Ouest. Alors ça, c'est le titre du livre, c'est Stonehenge canadien. Donc vous avez trouvé, justement, c'était la question, vous avez trouvé des rapports entre le Stone Age et ce que vous avez trouvé ici? Vous avez trouvé des points communs, vraiment? Oui. C'est-à-dire que c'est la même approche de se servir de pierre comme repère permanent pour observer le soleil, le lever du soleil à des dates précises. Alors c'est le principe de Stonehenge. Il y a d'autres implications beaucoup plus complexes à Stonehenge, mais pour ce qui est du soleil, c'est ça. Ma recherche sur les Templiers, ça remonte à 1988. J'étais aux États-Unis pour un congé d'études à l'Université du Maine. Et dans le magasin de livres de l'université, je tombe sur ce livre qui s'appelle The Holy Grail Across the Atlantic. Bon. Ben, comme je me suis toujours intéressé à la venue d'Européens en Amérique
avant Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, c'est comme la date magique. Hein. Bon. Et qu'avant Christophe Colomb, il ne s'est rien passé, puis que bon, tout s'est passé avant. Puis avant ça, c'était juste des Indiens. Alors, ce livre-là, c'était un gars qui, à l'époque, était dans la Nouvelle-Écosse, et puis maintenant, il est à Toronto. Alors, il parle des Templiers qui seraient venus en Amérique, en Nouvelle-France, en Nouvelle-Écosse, mais aussi il parle qu'il serait venu à Montréal. Ben là, c'était le déclenchement pour moi de commencer à regarder ça. Par où commencer? J'ai commencé par regarder des cartes anciennes. Il y a Marcel Trudel, qui est un historien québécois qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a publié plusieurs cartes anciennes de la Nouvelle-France. Et puis moi, j'ai toujours eu ici un faible pour la géographie, alors j'ai commencé à examiner ces cartes-là. Puis j'ai commencé à trouver des croix templières, différents endroits du Québec. Et puis, bon, ça, c'est ça, de fil en aiguille, ça m'a emmené avec... après ça, oui, j'ai pris un cours d'archéologie à l'UQAM. Et puis là, ben, comme travail de session, on était libre de faire un peu ce qu'on voulait. Fait que là, ben, c'était faire une association entre les sites coloniaux et les sites amérindiens. Alors, j'ai trouvé pas mal de littérature, et puis, mais ça m'a amené justement avec cette recherche de présence des Templiers à Montréal, et que j'ai fait pas mal de recherches là, sur les archives du fort des Sulpiciens à Montréal. Et que là, j'ai trouvé justement ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et ben, le professeur d'archéologie, ben, c'est intéressant. Il n'y a pas rien contredit. J'ai une bonne note pour le cours. J'ai suivi l'examen comme les autres. Et puis bon, j'ai eu les crédits d'un cours d'archéologie à l'UQAM. Bon, alors c'est ça. Mais après ça, ben, je suis tombé sur d'autres informations, sur des cartes, par exemple, du Vieux-Montréal, avec la croix des Templières rouges. Alors, c'est évident que... Alors, la carte a été publiée au 17e siècle, mais parce qu'à ce moment-là, à cette époque, on ne se gênait pas pour republier des anciennes cartes et mettre son nom dessus. Parce que ben, le droit d'auteur, ça n'existait pas. Alors, tu retrouves, par exemple, c'est ça, dans le Vieux-Montréal, 2, 3, 4. L'église Bon-Secours, qui est marquée de la croix templière, et puis aussi l'endroit de l'église, la première église Notre-Dame en face, c'est-à-dire qui était au milieu de la place d'Armes actuelle, qui est disparue parce que c'était dans la ligne de la rue Notre-Dame. Alors, quand on a décidé d'ouvrir la rue Notre-Dame vers l'est, on a démoli là. Mais heureusement qu'on a de belles illustrations de cette première église Notre-Dame, qui était marquée d'une croix templière. Et aussi, il y avait une autre, sur la même carte, une croix templière au coin de la rue Saint-Sulpice et Saint-Paul, qui a été l'endroit du premier hôpital de Montréal. Ensuite de ça, on retrouve la croix templière comme ça, à Terre-Neuve, par exemple. Et là, c'est sur une vieille carte. Alors ici, ok, c'est marqué Port, P-O-R-T, des, suivi d'une croix rouge templière. C'est assez évident. Débarqué, quoi. Oui, ça c'est l'abbaye Sainte-Marie. Et moi j'ai fait des fouilles, pas des fouilles, des recherches à Terre-Neuve il y a 2 ans. Vous y êtes allé? Ah oui, oui, j'ai passé plusieurs jours à cet endroit-là. Alors c'est un site d'une colonie de Gallois à Ferellan, ça c'est le nom de la place aujourd'hui, mais à l'époque ça s'appelait la colonie d'Avalon. Et c'est un site archéologique, les archéologues de l'Université de Terre-Neuve fouillent depuis 20 ans. Ils ont découvert toutes sortes de choses, mais c'est toujours attribué aux colons de 1620, je crois, de la colonie d'Avalon. Par exemple, des rues pavées en pierre plate, et avec un drain au milieu, un drain de chaque côté.
toutes sortes de fondations de pierre, mais quand on lit l'histoire de la colonie, c'est impossible qu'il ait pu réaliser tout ça, parce que d'abord, c'est un climat qui était extrêmement difficile en 1600. Ensuite de ça, il y a eu beaucoup de troubles internes. Le gouverneur a abandonné la place, s'est en allé ailleurs. Et aujourd'hui, on attribue tous ces vestiges à la colonie. C'est impossible. Quand on sait que les Templiers étaient dans le coin, ben on le sait. Les Templiers étaient pas loin. Donc on n'a pas retrouvé, disons, d'artefacts ou de choses vraiment typiquement des Templiers. On ne le reconnaîtra pas, parce que si on n'a aucune idée que les Templiers auraient pu être là, même si on trouve, on va dire, ben, c'est une croix chrétienne, ou bien... En fait, c'est une question de philosophie de connaissance. On ne peut pas reconnaître ce qu'on ne peut pas présumer d'avance. Et quand on fait de la recherche, on cherche quelque chose. Mais si on fait de la recherche avec l'idée que c'est simplement un site colonial du XVIIe siècle, même si d'autres vestiges apparaissent, mais c'est parce qu'on ne veut pas voir non plus, parce que même un archéologue qui a écrit, et j'ai le document ici, dans un livre publié pour le public, il dit, ouais, d'après les résultats de l'archéologie, le pavage a précédé la construction d'un tel. Mais ça passe. Ça passe pas. C'est-à-dire, ça n'accroche pas. Et ça, c'est un phénomène psychologique qu'on appelle phénomène de scotum. Le scotum, c'est un phénomène psychologique où les préjugés sont tellement forts que ça bloque le conscient. C'est-à-dire, tu as ça là, mais tu ne le vois pas. Et que ce soit des vestiges de pierre ou encore des symboles dans les églises ou encore des écrits. On pourrait appeler ça le politiquement correct d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est un phénomène psychologique c'est la meilleure manipulation des masses possible. qui bloque la connaissance. Oui. Et là, actuellement, là, ça se manifeste. Ça bloque la liberté de penser. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait des recherches très récemment. J'ai découvert dans un livre que je peux vous montrer ici. C'est un livre publié en 1818. C'est la biographie de Marguerite Bourgeois. Et qui a été... Alors, il y a des écrits qui viennent d'elle, d'autres qui ont été rajoutés par Subicien Montgolfier. Et ça a été publié beaucoup plus tard. Elle est décédée en 1700, et Montgolfier est décédé plus tard, évidemment. Mais ça a été publié à Montréal par un franc-maçon. Et ce que j'ai découvert là-dedans, entre autres, c'est que de Maisonneuve est venu à Montréal en 1640. OK? Et il a planté une croix en 1640. Il est retourné en France. Il est revenu en 1641, mais il a été retardé sur l'Atlantique. Puis il est arrivé très tard à l'automne. Il est resté à Québec pour passer l'hiver et est venu à Montréal débuter la colonie en 1642. Alors c'est pour ça qu'on va fêter le 375e anniversaire de Montréal dans 2 ans, en 2017. Mais voyez-vous, l'histoire de tout ça, c'est qu'en 1640, la Société Notre-Dame de Montréal, une société secrète, achète toute l'île de Montréal, dénommée Lauzon. Parce que lui avait eu l'île de Montréal. Elle a eu ZON. Oui. Il y a
quelque chose qui s'appelle l'ozon aujourd'hui, qu'on voit partout. C'est quoi, de l'eau ou de... Non, c'est une entreprise de, je pense, de plomberie ou un truc comme ça. Ah, je le vois tout le temps, Ouais, c'est l'ozon. mais c'est probablement les ancêtres. Bon, il y a déjà eu un fournisseur de volailles aussi, là, l'Ozon, à Montréal. Il y avait un magasin à Montréal. Oui, c'est ça. Donc, En tout cas, je reviens. qui, OK. Alors, à ce moment-là, la Société Notre-Dame de Montréal devient propriétaire de toute l'île de Montréal. Et au mois d'août 1640, Maisonneuve est à Montréal pour planter une croix en voulant dire « c'est à nous autres ». Je dis une expression populaire, là. Quelle serait l'origine de cette société secrète? Excusez-moi de vous couper. Quel serait son rapport par rapport à Maisonneuve? C'est un ennemi? Non, non, non. L'origine de la Société Notre-Dame de Montréal, c'est la Compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel, Okay. qui était une compagnie secrète, une société secrète formée de laïcs et de religieux, mais surtout de gens bien fortunés. Et leur mission officielle, c'était la moralité publique et aussi le soin des pauvres et des malades, construire des hôpitaux, des choses comme ça. Et à un moment donné... Qui aurait cette... Oui, oui. La Compagnie de Saint-Sacrement, c'était des gens riches. Et qui aurait cette... ok, non, c'est sûr. Qui ont fondé, ils ont créé... Cette morale-là, c'est ça qui me surprend un peu, de soin des pauvres et des malades. Oui. Et qu'ils faisaient la promotion de la moralité publique aussi. Hein. Alors, c'était les malades, les pauvres et la moralité. Ils se sont engagés aussi contre les... un groupe protestant, là. Ben, la guerre des religions, puis tout ça, là. Contre Luther? Contre les... Non, non, contre les... Les jansénistes? Non. Des fois, j'ai des petits blancs de mémoire comme ça, là. Les Huguenots, contre les Huguenots. Les Huguenots, oui, donc c'est les protestants français. Oui, oui. Oui. Alors, eux autres, la Compagnie de Saint-Sacrement était contre les Huguenots. Okay. Et je peux présumer qu'ils voyaient les Huguenots comme des compétiteurs commerciaux. Parce que les Huguenots étaient des artisans, étaient des commerçants, et que quand ils sont partis à suite des guerres de religion, puis avant l'édit de Nantes, il y en a un grand nombre d'Huguenots qui sont immigrés en Angleterre et en Allemagne. Et ça appauvrit la France d'une façon marquée, parce qu'ils ont perdu beaucoup de... Bon. Alors, pour revenir à Montréal, donc, la Compagnie de Nouvelle-France, la Compagnie du Saint-Sacrement crée la Société Notre-Dame de Montréal pour l'évangélisation des sauvages. C'est son nom. Et dans cette société secrète, il y avait des figures de proue de Montréal, de Maisonneuve, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance et le fondateur des Sulpiciens, Jean-Jacques Ollier. Donc, Maisonneuve s'en vient ici, et en même temps, en 1640, on envoie déjà du matériel pour la future colonie de Montréal, en 1640. Bon. Et bon, Maisonneuve plante sa croix en 1640, il retourne. Et ce qui est arrivé aussi, ben, les Indiens, on dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ils ont détruit la croix, ils ont jeté la croix par terre. Jacques Cartier avait fait la même chose à Gaspé, en 1534. Il plante une croix, c'est à nous autres, au nom du roi de France. Mais si on revient à Montréal, donc, Marguerite Bourgeois écrit que, dans ses mémoires, que Maisonneuve est venue en 1640. Elle vient ici en 1653, donc 13 ans plus tard, et elle dit clairement, elle dit, moi je veux voir la croix que Maisonneuve a plantée en 1640. Bon, alors ils partent un groupe, et puis ils se rendent sur le site, ils disent, c'est triste, les Iroquois ont jeté notre croix à terre. Donc il y a 3 fois qu'on affirme que cette croix a été plantée en 1640.
OK? En 1643, Maisonneuve fait une promesse que si la colonie de Montréal est protégée contre une inondation, parce que l'eau montait, et il dit, je promets d'aller planter une croix. Et par miracle, l'eau s'est arrêtée. Et il va planter une croix. Donc, il y a eu 3 croix. 1540, 1543 et 1553. Et tout ça, c'est rapporté par des auteurs, que si on ne croit pas ces auteurs-là, ben on ne croit personne. Donc, tu as deux auteurs, 2 sulpiciens, M. de Casson et le jésuite aussi, qui nous dit la même chose. Il parle des croix, il parle des expéditions, des missions de 1640 pour venir apporter de l'équipement pour la future colonie. Tout ça pour te dire que, alors, moi j'ai tout écrit ça. Et je soumets ça aux journaux. J'ai dit, bon, c'est intéressant, parce que 2015, c'est le 375e anniversaire de l'origine légale de l'île de Montréal et de la première croix. Personne ne veut rien savoir. J'ai envoyé ça au maire de Montréal. Ils n'ont même pas lu. Ils m'ont dit, oui, on va s'occuper du 375e de la ville de Montréal. Pourquoi ça les gêne, à votre avis? Pardon? Pourquoi ça les gêne, à votre avis? Parce que ça dérange l'histoire. L'histoire de la croix de Montréal, la croix du Mont-Royal, c'est 1643, et c'est affiché, une belle verrière dans l'église Notre-Dame, 1643, première croix de Montréal. Alors, de déranger l'histoire comme ça, ça ne fait pas l'air à faire. On veut s'en tenir à l'histoire qui est écrite dans tous les livres d'histoire de Montréal. C'est ça qui est le scotum. Les préjugés sont tellement forts que même si j'ai cité ces choses-là dans le livre de Marguerite Bourgeois, dans le jésuite de M. Vimont, le sulpicien de Casson, tout ça. Et on sait l'endroit. L'endroit de la première croix de Montréal, c'était sur le chemin de la Côte-des-Neiges, au nord du Grand Séminaire de Montréal. Alors, le terrain du Grand Séminaire aboutit en haut, sur le chemin de Côte-des-Neiges. Du Mont-Royal, en fait. Non, au pied du Mont-Royal. Au pied du Mont-Royal, oui. Côte-des-Neiges, Queen-Marie, à peu près. Ah non. Non, sais-tu où est-ce que le Grand Séminaire de Montréal? Non. Ah, OK. C'est la rue Sherbrooke, un peu à l'ouest du chemin. Si le chemin Côte-des-Neiges monte en arrière, OK? Alors, le fort des Sulpiciens, bon, tu as les 2 tours qui sont encore là aujourd'hui, et puis l'enclos du fort à l'origine, ça allait jusqu'à où est les bâtiments du Grand Séminaire aujourd'hui. Et le terrain, était limité au nord par le chemin Côte-des-Neiges. Et les religieux de la congrégation ont écrit que c'était à peu près là qu'était la première croix. Et moi, quand j'étais au collège, le professeur d'histoire, qui était un sulpicien, je ne sais pas où il a pris ça, là, mais il disait que Marguerite Bourgeois pouvait voir la croix du Mont-Royal, la première croix de Maisonneuve, à partir du fort des Sulpiciens, parce que les religieuses de Marguerite Bourgeois ont occupé le fort de la montagne un certain temps pour l'enseignement des Indiennes. Alors, on a toutes ces informations-là, mais ça passe pas. J'essaie, tu sais, parce que j'essaie de publiciser, de faire connaître ça. Je n'ai pas trouvé le bon canal. Et par rapport à l'histoire des Templiers, donc évidemment, si on parle d'un mouvement d'immigration en Amérique du Nord, ça a été forcément après la période de persécution en Europe des Templiers, c'est ça? Non, non, parce que pour s'installer comme ils se sont installés, il fallait qu'ils aient les ressources, puis le personnel, puis tout ça. C'est certainement ça avant. OK, avant la période de persécution. Avant la suppression des Templiers en France. Il faut dire que les Templiers ont survécu ailleurs, oui. En Écosse en particulier. Puis, si on veut faire un parallèle, puisque
enfin ça c'est qu'on recherche un peu, on finit par le voir, qu'il y a un parallèle entre les Templiers et la franc-maçonnerie. Pensez-vous que les francs-maçons qui se sont installés dans divers endroits du Québec étaient au courant de tout ça? Oui. Ils étaient au courant que les Templiers étaient là? Oui. Ok. D'ailleurs, dans la hiérarchie des francs-maçons, vous avez différents degrés. Il y a 33 degrés. Un des degrés s'appelle Templier. OK? Mais, disons, dans l'histoire des francs-maçons au Québec, ce qui est intéressant, c'est de... Il y a eu une loge maçonnique à Québec en 1721, c'est-à-dire avant la conquête. Parce qu'à cette époque, les Français étaient établis au sud, dans le voisinage de l'État de New York actuel, et les Britanniques étaient déjà installés dans ce coin-là. Et il y a des soldats français, des officiers plutôt, là, qui ont été initiés chez les francs-maçons à Albany, New York. Et parce que c'est certain que chez les Français, il y avait des gens qui étaient ouverts à d'autres mentalités, d'autres intelligences, d'autres spiritualités que ce qui était conservé par l'Église de Rome. Et entre soldats, on se voisinait, puis on n'était pas en guerre à ce moment-là. Tu sais. Et qu'il y a eu une loge maçonnique à Québec à cette époque. Mais secrète. C'était très, très secret parce que l'Église catholique ne tolérait pas la franc-maçonnerie. Surtout l'inverse. C'est la franc-maçonnerie qui ne tolère pas l'Église catholique. Aussi. Moins. C'est correct, mais c'était plutôt le... Si tu lis, par exemple, je pense qu'il y a un pape, j'ai ça là, quelque part, là. Mais c'est une réaction. Ouais, c'est une réaction. C'est une réaction. En fait, l'Église a toujours, de tout temps, depuis que la franc-maçonnerie existe, a toujours suspecté la franc-maçonnerie d'être une organisation qui voulait détruire l'Église. C'est une contre-église. C'est un combat permanent, en fait. Hein, ça n'a jamais arrêté. En fait, c'est parce que en Europe, en tout cas, l'Église était un pouvoir qui accompagnait la monarchie. Oui, ah oui, oui. Et les francs-maçons s'opposaient à la monarchie et s'opposaient au pouvoir clérical. Donc il y a eu toujours une discordance entre ces deux groupes-là. Et on voit encore aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté, quoi. Ça continue. Enfin, c'est la perception que j'ai. Parce que la monarchie elle est un frein à la marchandise et la franc-maçonnerie avait besoin de détruire la monarchie pour ouvrir au libéralisme et c'est ce qu'on appelle les physiocrates à l'époque. Okay. C'est la vision qu'on a. On est ouvert à tout ce que vous avez pu découvrir nous intéresse. Tout ce que vous pensez nous intéresse. Donc on a toujours vu plutôt la franc-maçonnerie comme une contre-église en fait. Oui. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais en tout cas, c'est... Mais les francs-maçons aussi, par exemple, dans le coin ici, à un moment donné, au 19e siècle, avaient peur des autres, de l'autorité laïque, parce que on avait peur qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils prennent trop de pouvoir. Donc, il y a les francs-maçons qui existaient d'une façon secrète parce qu'il y avait peur des autorités gouvernementales. Et, pardon? Laïque, c'est ça? Oui. Okay. Les oblats, par exemple? Une minute, là. Laisse-moi finir avec autre chose. C'est qu'il y a une pierre tombale de franc-maçon qui est dans un cimetière, un vieux cimetière du 19e siècle ici, et que c'est une pierre qui a été gravée à la main, par rapport à comparer aux autres pierres tombales qui ont été gravées mécaniquement. Et cette pierre tombale, j'ai décodé que c'était un franc-maçon, parce que, par exemple, c'était l'année 1800 quelque chose, et le 8, une barre de travers. Ensuite de ça, il y a, on peut retrouver le compas et l'équerre.
ils se sont servis des lettres pour illustrer le compas, l'équerre et un 8. Parce que le 8, c'est un chiffre associé à l'octogone, et l'octogone, c'est associé au dôme, le temple du dôme à Jérusalem. Parce que la base est octogonale et qu'on retrouve ici des fondations de pierre octogonales. Là, je fais une diversion un peu. Là. Okay. Le 8 est un chiffre associé avec la franc-maçonnerie et qu'on retrouve cette pierre tombale ici dans un cimetière local. Cimetière ici de... Oui. Ouais. Oui. Et même la pierre est rectangulaire, mais le dessus a été coupé à un angle de 8 degrés. Vous l'avez calculé? Oui. Ben, par photographie. Ouais. Mais ça me fait penser à une question, peut-être on coupera cette question, mais j'ai vu aussi des tombes de juives, il me semble, de plusieurs tombes avec des noms juifs quand on est passé devant. C'est quand même bizarre dans cet endroit ici. Où ça? Là, à Potton. À Mansonville? Oui. J'ai vu plusieurs tombes avec des patronymes juifs, j'ai trouvé ça plutôt bizarre. Juif européen, quoi. Polonais. Polonais ou... Ah, ben il y a deux cimetières à Mansonville. Oui. Non, tu as le cimetière catholique du côté est et le cimetière protestant d'origine du côté ouest. Il était à l'ouest. Pardon? C'était à l'ouest, cimetière de l'ouest. Ah bon? Ouais. Cimetière protestant? Oui. Ah bon? Celui de la gauche quand on rentre, donc c'est celui de l'ouest. Si je suis... Ouais, peut-être je suis mal tourné. J'ai jamais remarqué ça. J'ai connu, il y a certaines tombes sont reconnues, par exemple, là, comme symbole maçonnique dessus, mais le symbole ou non-juif, j'ai jamais remarqué. Non, est-ce que tu te rappelles d'un de ces noms-là? Oui, Mortiju, Mortiju, quelque chose comme ça. Et il y avait deux autres, des noms de juifs ashkénazes de l'Est de l'Europe. OK. Ben même le financier, c'est Appenbaum, c'est juif. Oui, oui. Ouais. Oh, ça, le dentiste aussi, oui. Buschenbaum. Frankus, c'est juif aussi. Franco, c'est mon dentiste. Oui, c'est juif aussi. Ouais, bon. Ah, ce n'est pas ton juif de l'ordre. Ce qu'il nous dit, c'est que ses ancêtres, c'est un officier français et que le français est devenu francouse. Puis, mais... Oui, des fois des changements de nom aussi à travers. Oui, ça paraît. Mais pour revenir au cimetière de Mansonville, ben, si tu regardes, c'est une butte. Et c'est une butte d'origine humaine. C'est pas une butte naturelle. Oula, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des constructeurs de buttes. Dans quel but? D'alignement. Donc on tombe sur les Celtes, là. Ah, là, je ne sais plus. Est-ce que c'est possible? Il n'y a aucun indice d'associé. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est assez facile. Tu prends une carte topographique moderne et tous les cimetières sont marqués avec une petite croix. OK? Alors, je prends un papier transparent, puis je fais des lignes pour réunir ces croix-là. Tu as des lignes droites sur des kilomètres de longueur. Par exemple, le cimetière de Mansonville, le cimetière de South Bolton, c'est près d'une fusée, là. Vous avez remarqué? Bon. À côté de ça, il y a un cimetière. Et le cimetière de Mansonville, sur 15 km, ligne droite parfaite. Ou encore, à partir du cimetière de South Bolton, près de la fusée, et c'est un... Pour avoir une ligne significative, ça prend 3 points. Oui, il faut 3 points. Et par exemple, tu as des lignes qui traversent le lac Mafranagon qui s'en vont de l'autre côté, à Georgeville. Ou encore, le long du chemin du lac, au moins 3 points comme ça, qui réunit des sites anciens comme ça. Et que tous les cimetières anciens
ils ont tous été construits sur une cime. C'est incroyable. Et ça, je n'ai pas d'explication, sauf que... De quelle obédience, de quelle religion sont... Est-ce que c'est tous la même religion, ces cimetières? Oui, c'est des cimetières d'origine anglo-protestant. Mais on s'est servi de ces buttes, de ces buttes comme ça, parce que c'est facile à creuser des tombes. Parce que si tu creuses dans le champ ici, tu tombes sur le roc. Il n'y a pas épais de terre ici, là. Tandis que si tu creuses... Et j'ai déjà regardé une tombe qui venait d'être creusée. L'inhumation a lieu le lendemain, je ne sais pas. Et que tu vois que c'est un sol qui a été perturbé. Ce n'est pas un sol naturel qui est stratifié. Alors ça, tu as des alignements comme ça qui ont été faits. On retrouve la même chose en Europe. En Angleterre, par exemple, tu as des alignements des cathédrales, des lignes droites sur de très longues distances, du moins en Angleterre. Et ce qui laisse présumer un arpentage à la grandeur du territoire. C'est pas juste des bouts de terrain. Là. Ça dépasse l'entendement. Là, tout ce que un autre archéologue, que je communiquais, j'ai parlé de ces choses-là. Il dit peut-être que c'était pour, sur une butte comme ça, tu fais un feu, puis l'autre fait un feu, tu peux te voir, mais, mais ça donne quoi? Mais moi, je vois pas l'intérêt de la chose. Là, il y avait Madame Briand qui nous avait montré des photos des tombes maçonniques qu'elle a trouvées dans des Témiscamingues, donc des pyramides. Ah oui. Pyramidales avec une croix dessus. C'était assez étonnant aussi. Oui, ça, ce sont les oblats. Ouais. On sait qui et quand que ces pyramides ont été... Mais ça implique énormément d'ouvrages. D'abord, les pyramides avaient respecté, elles respectaient, disons, les pyramides de Gizeh. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est ce que vous avez dit. Donc, on retrouve probablement le nombre d'or dans la conception de la pyramide, comme dans la pyramide d'Égypte. Et que ces pyramides-là, Témiscamingue, sont alignées aussi. Solstice et équinoxe. Vous en avez trouvé ailleurs des pyramides? Oui. Non. Au nord du lac Témiscamingue. Je ne me rappelle plus le nom du village, mais c'est... Oui. Parce que quand j'étais au Fort Témiscamingue, un des guides de Parc Canada, j'ai parlé de ces choses-là, ça l'intéressait, puis tout ça. Puis là, il dit, va à l'autre endroit, quand tu passeras à l'autre endroit. Je ne me rappelle pas du nom du village, en tout cas, c'est un village québécois au nord du lac Témiscamingue. Et que le cimetière... le nom de la ville, c'était pas Notre-Dame, quelque chose dans genre là? Notre-Dame du Nord, peut-être. Ouais, Notre-Dame du Nord. OK. C'est ça. Avec... Parce qu'en fait... Parce que Notre-Dame du Nord qui a été évangélisée, ou non, pas évangélisée, mais qui a été servie par les Oblats. Alors, c'est les Oblats qui se sont amusés à faire des pyramides de béton. Et quand on regarde, moi, je connais un petit peu la construction, parce que j'ai construit la maison, puis j'ai un sens un petit peu. Et que, alors, il fallait faire un moule en bois pour ces pyramides-là. Mais de mettre en relief les chiffres, ou le RIP, ou la croix, tout ça, c'est pas évident. Ça prenait des artisans là, assez futés pour faire ça. Et là, vous auriez attribué ça aux Templiers ou non? Non, on a la date de la construction. Après, oui, c'est moderne. Okay, c'est moderne. Ouais. Mais c'est ça, je reviens. Ville-Marie, tradition templière perpétuée par les Oblats. Et, perpétuée par les Oblats, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que les Oblats, le fondateur des Oblats, que j'oublie le nom encore une fois, là,
a étudié chez les Sulpiciens à Paris, à Saint-Sulpice. Bon, alors il y avait déjà Connivence. un esprit de... Oh oui, de connivence. Bon, et probablement était au courant, était mis au courant des Templiers en Nouvelle-France. Alors, les Jésuites ont été d'abord à Témiscamingue, puis après ça, les Oblats ont pris la place. Et les Oblats ont donné le nom de Ville-Marie en souvenir de Ville-Marie, Montréal. Okay? Et ont construit une école d'agriculture et ils ont intégré une tour qui est semblable à celle du fort des Sulpiciens de Montréal. Ah, ok, d'accord. C'est ça que je vois un peu l'association. Ouais. Madame Briand nous disait que, c'est pour ça que tu en as parlé, à chaque fois qu'il y avait eu un nom de ville avec Notre-Dame, ça faisait référence aux Templiers. C'est ça qu'elle avait dit? Elle avait parlé de Là, il faut... sur quelle base se fonde-t-elle pour ça? Là? Je ne sais pas. Il me semble que... Peut-être je me trompe. OK. Mais la Notre-Dame, c'est qui? Est-ce que c'est Notre-Dame, la mère de Jésus? Oui, c'est ça. Ou bien c'est Notre-Dame, Marie-Madeleine? Oui. OK. Et quand on parle de Ville-Marie, ben c'est Ville-Marie-Madeleine ou c'est Ville-Marie? Oui. OK. Parce que si tu regardes les archives d'origine de Montréal, de la Société Notre-Dame de Montréal, il y a une illustration qui est supposée être la mère de Jésus, qui porte Jésus, mais à une robe rouge. Et ça, c'est rare de trouver ça. Et la robe rouge, c'est Marie-Madeleine. Sainte Vierge, c'est blanc et bleu. C'est toujours comme ça. Et si vous allez au village de la Madeleine en Gaspésie, l'église qui est consacrée à Marie-Madeleine, avec une belle illustration de Marie-Madeleine avec une robe rouge. Et ce qui est intéressant de trouver au Québec, c'est la multiplication des noms, des toponymes Marie-Madeleine. Pour une personne qui était supposée être une prostituée, c'est intéressant. Alors, tu as les îles de Madeleine, après ça, tu as le village de la Madeleine, tu as la rivière Madeleine, après ça, tu as ici, à Montréal, l'église, la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont, et à l'origine de Montréal, il y avait Jeanne Lebert, qui était une recluse, et elle avait sa propre petite chapelle dédiée à Marie-Madeleine. Ensuite de ça, là, je parlais de Marguerite Bourgeois, qui, à son époque, elle parlait de Sainte Marie-Madeleine. Elle avait une dévotion très, très développée. Et puis, tu as aussi Robert Val, qui a tenté une colonie à Cap-Rouge. C'est un fiasco. Mais dans son journal, à un moment donné, il décide de partir avec une quarantaine de soldats. Ils partent en expédition. On n'a jamais su le résultat de l'expédition, mais dans le journal, il dit qu'il leur a envoyé des soldats qui sont avec une lettre datant au 22 juillet, le jour de la fête Marie-Madeleine. En Angleterre, tu as un château avec une orientation solaire sur le lever du soleil du 22 juillet, le jour de la fête Marie-Madeleine. Et puis, en France, je n'ai pas de chiffre exact, peut-être une quarantaine d'églises anciennes dédiées à Marie-Madeleine. C'est correct. Il y a la Madeleine à Paris, ça c'est pas très ancien, mais tu as des églises templières. Il y en a une près de Nantes que j'ai visitée, puis c'est évident que c'était une église templière dédiée à Marie-Madeleine.
Alors, les Templiers avaient une dévotion particulière pour Marie-Madeleine, qui Oui, c'est considérait... ce qu'elle nous avait dit, Madeleine, c'est moi qui me suis trompé. Oui, Ok. toutes les références à Madeleine faisaient référence aux Templiers. Oui. Oui, qui honorait Marie-Madeleine comme l'épouse de Jésus. Et la thèse de Marie-Madeleine, épouse de Jésus, ben, c'est entendu que c'est inacceptable aux yeux de Rome, mais c'est démontré, parce que encore là, on ne veut pas croire, on ne veut pas le savoir, mais il y a tellement d'évidence. Et Marie-Madeleine est associée avec une amphore, okay, que dans l'Évangile, ben, que Marie-Madeleine a versé du parfum sur les pieds de Jésus avec une amphore. C'est un livre qui est... le titre du livre, c'est « La Dame à l'amphore ». C'est en anglais, là, mais tu sais, parce que c'est... Et justement, on est allé dans l'église de la Madeleine avec ma Madeleine, parce que mon épouse, c'est Madeleine. Et elle a rapporté une petite statuette de Marie-Madeleine qui porte une amphore. Templière ou... Elle en a entendu parler pas mal. Alors, donc les Templiers, il y a quelque chose qui circule. Les historiens sont assez d'accord, ceux qui ont travaillé là-dessus. On ne sait pas exactement quoi, mais ils sont assez d'accord pour dire que les Templiers sont revenus de Proche-Orient avec un secret. Ah bon, ça, je sais pas quoi, là. Justement, je vous interroge. Alors certains disent qu'ils ont ramené le Talmud, d'autres disent qu'ils ont la maîtrise du nombre d'or ou des choses comme ça. Du Proche-Orient, excuse, là. Oui, okay. Oui, d'accord. Oui, et donc, ce serait après qu'ils seraient venus ici, donc ils auraient... Est-ce que vous avez une idée ou, OK. Ils sont au Proche-Orient, en Palestine et en Égypte. Ils ont mis la main sur des cartes de navigation. Et ces cartes-là se sont retrouvées au Portugal et que finalement, avec des cartes, ben là. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir tout ça parce que, disons que les Celtes, les Vikings étaient venus ici bien avant. Et que tout ce monde-là, ben, il se communiquait. Ça fait que là, c'était facile pour les Templiers d'être au courant de l'existence du continent que les Vikings et les Celtes avaient visité depuis longtemps. Ça fait que là, c'est pas nécessaire d'avoir les contacts avec le Proche-Orient. Ça peut aider, mais... Mais disons que, pour retomber un peu sur la franc-maçonnerie, oui. On sait que la franc-maçonnerie transporte on dit que la franc-maçonnerie transporte un secret, à un certain degré. Donc est-ce que justement le secret de la franc-maçonnerie n'est pas le secret des Templiers, puisqu'il y a une relation entre les deux? Est-ce que ça pourrait être possible? Est-ce que ce serait correct pour vous de dire ça? Oui, oui. Écoute, il y a toute une faction chrétienne qui est hérétique aux yeux de Rome, mais en secret. Okay. Et on leur a donné le nom de Rex Deus. Bon, de quoi? Des familles Rex Deus. Et les familles Rex Deus, bon, remontent à l'origine, au temps de Jésus, et ont regardé les secrets de la gnose. Et dans ces secrets, ben, c'est que Jésus a eu l'époux de Marie-Madeleine. C'est un des secrets. On remonte à Marie-Madeleine déjà. On remonte à Marie-Madeleine. Oui, ouais, c'est ça. Et que... Dès l'origine, vous imaginez une espèce de frange qui se serait dès le départ dévoyée de l'Église qu'on va appeler après catholique romaine. Et donc oui. Il y aurait eu deux... Oui, c'est-à-dire que c'était des catholiques qui allaient à l'Église comme tous les autres, ouais. Mais qui avaient des croyances différentes, secrètes. Parce qu'ils ne pouvaient pas se révéler, parce que surtout au temps de l'Inquisition, ben, c'était une question de vie ou de mort.
Mais que cette théologie unorthodoxe, ben, ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Et que les Sulpiciens en sont un exemple. Il y a peut-être d'autres religieux, mais les Sulpiciens, là, c'est évident. Et que tu parles des francs-maçons. Les francs-maçons et les Sulpiciens, c'est des grands amis. Et ça, c'est tellement évident. Parce que, même sur, par exemple, j'entends parler de Montgolfier, qui était le supérieur des Sulpiciens à Montréal. Il a entendu parler des francs-maçons à Montréal, mais il dit qu'il n'est pas content, mais il ne fait rien contre eux autres. T'sais. On voit qu'il y a une complicité à ce moment-là. Et que tu regardes, par exemple, l'établissement des francs-maçons à Montréal, ils sont toujours des voisins des Sulpiciens. Par exemple, dans le Vieux-Montréal, je pense que la première loge maçonnique, c'était dans le marché Bon Secours, à côté de l'église Bon Secours. Après ça, ils sont installés devant l'église Notre-Dame actuelle, juste de l'autre côté de la rue. Il y a un édifice qui... Non, c'est l'édifice Alfred, je pense. Alfred, il était là. Ensuite de ça, ils ont été... Même la loge maçonnique aujourd'hui, au coin de la rue Saint-Marc et Sherbrooke, les francs-maçons ont acheté le terrain des Sulpiciens. Et quand moi j'ai étudié chez les Sulpiciens au Collège de Montréal, on nous parlait des Sulpiciens, c'était épouvantable. C'était pire que le diable. Tu sais, et puis ils nous racontaient des histoires épouvantables. Là. Ils nous disaient qu'ils payaient des petits Vous avez étudié chez les Sulpiciens et ils vous parlaient mal des Sulpiciens? Je parle pas mal. Ah, de manière incroyable, non, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les Sulpiciens, l'association des Sulpiciens avec la franc-maçonnerie, je n'ai rien contre ça. Je dis que les Sulpiciens nous racontaient des histoires. OK, à l'époque où j'étais étudiant, et ils parlaient en mal des Sulpiciens. À l'école des Sulpiciens? Oui. Mais c'est parce que ce n'est pas tous les Sulpiciens qui étaient au courant de la complicité qui existait avec eux autres. Okay. Je pense que c'est plutôt ça qui arrive. Peut-être la haute hiérarchie des Sulpiciens est au courant, mais que les petits professeurs là, qui nous racontaient des histoires d'horreur, on dit qu'ils demandaient à des petits garçons d'aller voler des hosties dans l'église, puis d'apporter ça, puis il y avait des messes noires chez les francs-maçons, qui avaient des femmes nues couchées sur un autel, des affaires comme ça. Tu sais, il les tournait en histoire d'horreur. Tu sais. Hein, pour nous autres, ben, on écoutait ça. C'était pas bien drôle. Mais ça, c'est... Mais la complicité des Sulpiciens avec la franc-maçonnerie, ça se... Parce que en tout cas, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, la franc-maçonnerie est quand même à distinguer en deux parties ici au Québec. Le côté écossais et le côté français. Et à mon sens, le côté français est beaucoup plus anticlérical que le côté écossais. Okay. Enfin, si on écoute certains historiens ou certaines thèses à ce niveau-là, on sait que l'anticléricalisme maçonnique est venu principalement de France. D'ailleurs, aujourd'hui, la franc-maçonnerie française se revendique clairement mère de la laïcité. Et la laïcité qu'on essaye de nous imposer justement aujourd'hui au Québec est typique des loges françaises. Okay. Donc il y a vraiment une grande différence. Et peut-être que, comme vous dites, il y a pu y avoir des alliances entre francs-maçons ici, les francs-maçons de type écossaise, avec des Sulpiciens par exemple, mais peut-être moins avec des loges d'obédience de style français, qui sont clairement anticléricales. Beaucoup de gens maintenant font des rapports très clairs avec les francs-maçons et la Révolution française. Mais c'est très compliqué, parce qu'on la remonte à très très loin. Il y a aussi, il y a aussi toutes sortes de mouvements qui a pu se fondre dans la franc-maçonnerie française. On parle par exemple aussi des Illuminés de Bavière qui se seraient mêlés à la franc-maçonnerie française, donc ça devient un peu compliqué. Mais c'est intéressant de comprendre un peu tout ça et de voir comment ça peut se passer ici. Mais je sais que ici au Canada, en particulier au Québec,
les obédiences écossaises ont eu un très grand rôle dans la franc-maçonnerie ici. OK. Plus que le côté français. Je crois que le côté français est venu plus tardivement au Québec. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, si vous regardez les gens qui se revendiquent francs-maçons, ils vont souvent en France, ils vont au Grand Orient de France, ils sont invités à faire des conférences au Grand Orient de France, et ils reviennent ici avec d'autres idées, c'est l'échange de frères. Pour aller sur le sujet de la franc-maçonnerie, justement, par rapport à tout ça, puisqu'on sait aussi que les francs-maçons aiment tout ce qui est symbolique de l'Égypte ancienne. Ils sont aussi attachés à l'équinoxe, solstice, etc. Est-ce que la venue des francs-maçons ici, à Potton, au mont Rosshead, au solstice d'été, est-ce que c'est en relation avec les découvertes que vous avez pu avoir? Non. Est-ce que les francs-maçons... Non. Non, du tout? Non, parce que les francs-maçons étaient établis au sommet du mont Rosshead bien avant que j'existe. Oui. Ah non, ça remonte à 1860. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les francs-maçons ont choisi cet endroit-là à cause de l'environnement archéologique qu'il y a ici? Ou est-ce qu'il y a un rapport? Non. Il y a un rapport entre les découvertes des roches avec les pétroglyphes celtes et le fait que la maçonnerie ait choisi cet endroit-là pour faire leur rituel. Non, parce que le site de Housel pour les francs-maçons remonte au 19e siècle. D'accord. Donc, on va fêter... la loge maçonnique de Mansonville, c'est un anniversaire cette année, là, je pense que c'est 1800... Je ne me rappelle pas toutes les dates. Là. Non, c'est parce que... OK, l'histoire des francs-maçons ici à Potton, ça revient après la conquête. Les Britanniques loyalistes quittent les États-Unis parce qu'ils sont pourchassés. Et il semble que les loyalistes étaient en majorité des francs-maçons. Alors, ils étaient ici, près de la frontière. Alors, ils arrivent dans un canton de l'Est et ils ouvrent des loges maçonniques. Okay? Et que ces loyalistes, et encore aujourd'hui, tu as une organisation des loyalistes, ça s'appelle United Empire Loyalists. Et le sceau il y a 4 croix templières. On voit tout de suite une association, un souvenir entre les Templiers et les loyalistes. C'est perpétué chez les loyalistes. Alors, c'est ça. C'est les francs-maçons de Stansted qui ont créé la loge maçonnique au sommet de Housel et qu'ils fréquentent tous les ans, au temps du solstice. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez parler et dont on n'a pas parlé et qui vous paraissent très importantes à vos yeux, des découvertes ou des... Ma dernière découverte, c'était la tradition des Templiers au Cap de Madeleine. Vous connaissez le sanctuaire? Non. OK. Près de Trois-Rivières, c'est un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Notre-Dame du Cap. Et que l'endroit s'appelle Cap de la Madeleine. Ça, c'est un autre toponyme du Québec là, que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure. Et c'est une amie, justement, qui fait de la chant. Elle avait envoyé un petit livre sur les verrières de la basilique du Cap de la Madeleine. Et je regarde ça. Puis là, ils m'ont mis le dessin du cavalier de La Salle avec une croix templière. Et la basilique de Cap de Madeleine est octogonale. Tu sais, c'est toutes sortes d'indices comme ça qui fait que... J'ai écrit, je peux vous l'envoyer ça, j'ai écrit un petit article là-dessus, et que la tradition des Templiers se retrouve au Cap de la Madeleine, et une ancienne carte de 1609 qui a été copiée à partir d'une carte antérieure. C'est une croix templière à Trois-Rivières, juste à côté. Alors, il y a une tradition templière à Trois-Rivières qui est évidente, et que ça s'est perpétué au sanctuaire de Notre-Dame du Cap. C'est ça, c'est un autre petit coin que j'avais oublié de mentionner là, tout à l'heure. Et comment vos recherches ont été
encore une fois, la même chose qu'avec les hiéroglyphes pour les Templiers. Comment ça a été reçu? Est-ce que vous avez envoyé vos écrits? Quelles ont été les réactions? Je n'ai pas écrit beaucoup là-dessus, pas publié là-dessus. C'est dans un livre qui est en préparation là-dessus. Il y a un chercheur qui est en France actuellement, mais d'origine britannique, que j'ai visité il y a 2 ans, puis on a échangé beaucoup. Et que, justement, ça c'est dans mon livre de Marguerite Bourgeois, et qu'il me disait, je lui ai cité quelques passages, il dit, Gérard, il dit, Marguerite Bourgeois, pour écrire au sujet de Marie-Madeleine, de la façon qu'elle écrivait ça en 1600 quelque chose, c'était une hérésie. Donc, c'est resté caché. Et c'est évident qu'elle faisait partie de la tradition des familles Rex Deus. Et que les fondateurs de Montréal, c'est certain qu'ils étaient associés aux familles Rex Deus. Tu sais, ces fondateurs de Montréal là, venaient de la ville de Troyes. Mm-hmm. Et la ville de Troyes, ben, c'est le berceau des Templiers. Okay. La charte des Templiers a été établie, publiée à Troyes, sous la direction de Saint-Bernard. Et c'est certain que ces pionniers-là étaient de tradition, connaissaient la tradition des Templiers. Tu ne viens pas à Montréal comme ça, puis sans savoir, parce que d'autres et puis bon, je l'ai mentionné tout à l'heure, le cosmographe du roi, André Thévet, qui dit que les Français avaient construit un fort au pied du Mont-Royal. Ben, c'est pas ça d'aller plus loin. Là, le fort il est là, le fort des Sulpiciens. Tu avais d'autres questions? Non, en fait, c'est ça. Le but des Templiers a été toujours de propager un secret d'une génération à l'autre, de garder un secret, de le donner aux générations futures. Oui, ou bien, disons, de s'établir en Nouvelle-France pour créer une nouvelle société, ouais. Une nouvelle Jérusalem. Ouais, parce qu'en fait, en fond, quand on parlait tout à l'heure de Proche-Orient et de secrets qui auraient pu être transportés, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent éventuellement on tombe encore dans l'égyptologie. On sait très peu de choses sur la construction des pyramides. Et il y a beaucoup de gens comme vous qui font des recherches, disons, indépendantes, qui se voient complètement dénigrés par les historiens officiels, l'archéologie officielle. Et beaucoup de gens font la relation justement entre les pyramides, le nombre d'or, et les bâtisseurs de cathédrales en Europe. Puisque dans les cathédrales, il y a aussi le nombre d'or. Et il y a beaucoup de gens qui disent finalement que le maître n'a pas été découvert à la date où on prétend que c'était découvert, et un des secrets justement des Templiers aurait été justement peut-être le nombre d'or ou le maître de la construction, qui était très important en Égypte, où aujourd'hui finalement on n'arrive pas à comprendre toujours comment tout ça a été fabriqué, quoi. Et étant donné qu'on sait que les francs-maçons, pour remonter maintenant jusqu'aux francs-maçons, ont beaucoup de symboliques qui viennent de l'Égypte ancienne, on peut justement voir peut-être ce parallèle depuis la construction des pyramides jusqu'à aujourd'hui. Un secret qui serait transporté dans le temps. Okay. Peut-être. Au sujet du nombre d'or, ça me fait penser. J'ai écrit un article qui a été publié. C'est qu'on retrouve chez plusieurs congrégations religieuses du Québec le sigle AM, le superposé. La lettre A. Oui, okay, oui. Bon. Et que tout le monde dit, ben, ça veut dire auspicier Maria, ça veut dire que la Sainte Vierge nous protège, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai décodé ça. Et que le AM, c'est un symbole du nombre d'or. Et ça, je l'ai publié, ça. C'est que la géométrie. Oui. Ah, oui, okay. La géométrie du AM, tu peux dériver ça du nombre d'or. C'est-à-dire que je ne sais pas tout ça en mémoire, là, mais je l'ai écrit, c'est publié. Ça a été publié aux États-Unis. C'est pas quelque chose que je peux publier ici. Je n'ai pas de médium. Ça a été traduit en français? Non. Non? On peut le traduire.
Ben, je peux vous donner une copie. On pourrait voir aussi le compas et l'équerre dans le A et le M aussi. C'est la géométrie du AM te donne la géométrie du pentagone et le pentagone, tu peux dériver le nombre d'or à partir du pentagone. Donc, quel serait votre personnage historique québécois préféré? C'est très ciblé Québec, hein, le questionnaire. Oh oui, d'accord. Personnage historique. Ouais, vous n'êtes pas obligé de répondre très longuement, vous dites juste un nom, vous n'avez pas besoin d'argumenter, ça peut aller très vite. Hein. Champlain. Est-ce que vous avez un chanteur francophone ou québécois préféré? Gilles Vigneault. Un acteur francophone québécois préféré? Gilles Pelletier. En un mot, qu'est-ce que vous aimez dans notre province? Dans notre province, en un mot, qu'est-ce que vous aimez? Si c'est la chose que vous aimez au Québec. Ah bon? Le canton de Potton. Ce que vous n'aimez pas au Québec. La politique. Votre écrivain préféré. Tim Wallace Murphy, qui a écrit sur les Templiers Berex Deus. C'est pas un Québécois. Alors tu peux avoir un Québécois, là. Non, non, c'est pas grave, c'est très bien. La qualité que vous appréciez chez les Québécois. Simplicité, puis la joie de vivre. Je pense que ça c'est une qualité que... Est-ce qu'il y a un défaut qui vous horripile chez les Québécois? S'il y en a un. J'en vois pas, là. Non. Si vous aviez un seul mot, je sais que vous avez vécu à Montréal, donc si généralement le questionnaire c'est pour les personnes de Montréal, mais si vous aviez un seul mot pour décrire Montréal. Montréal ville verte. Est-ce que vous avez un film québécois préféré? Non. Non, j'ai pas de préférence. Votre livre fétiche. Votre livre fétiche, celui que vous ne pourriez jamais quitter, qui vous suivra toujours. Ben, c'est un livre sur les Templiers. Et votre endroit préféré au Québec? Potton.